Togo est fou. Le Togo à votre portée. Sur la 96.3, merci à Hervé et c'est pour la première partie. Comme annoncé, notre invité, c'est Emmanuel Yaosogadji, le président de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Et déjà avec nous, Emmanuel, bonjour. Bonjour, Jidas. Comment vous allez? On rend grâce à Dieu. En tant que vous, et comment vont les consommateurs togolais? Oh, les consommateurs togolais, en toute réalité, ils rendent grâce à Dieu parce que plusieurs personnes d'entre eux se sont réveillées ce matin. Mais en toute réalité, par rapport à ce qui se passe tout autour de la vie chère et des conséquences collatérales liées à la COVID-19, je peux vous dire en leur nom aujourd'hui qu'ils ne se portent pas bien. Ils ne se portent pas bien. Mais ils rendent grâce à Dieu parce que, bon, ils se sont réveillés ce matin sur les deux pieds. Certains sont déjà... Vous venez d'évoquer la vie chère. Qu'est-ce que vous mettez dans la vie chère? La vie chère, vous savez, si nous remontons dans la philosophie, on dit que l'homme n'est libre, c'est la société qui le corrompt. Et donc ça veut dire que dans l'état de nature, nous sommes libres, mais lorsque nous évoluons au fur et à mesure dans la société, la société nous inculque certaines éducations, certains phénomènes qui nous dénaturent. Et donc, la vie chère, c'est l'ensemble de tout ce que nous mettons dans les conditions de vivre, les conditions de travail, les conditions d'existence en tant qu'être humain dans une communauté bien donnée. Et donc, prenant la communauté togolaise, prenant le territoire togolais, prenant le cadre de notre pays, c'est cette analyse qui fait que lorsque les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'existence deviennent de plus en plus difficiles, et ça veut dire que le degré de la vie devient de plus en plus cher. Mais lorsque ces conditions sont de moins en moins difficiles, donc ça veut dire que la vie chère diminue. Donc actuellement, comme je l'ai déjà dit au départ, les conséquences de la COVID-19 se sont ajoutées on va en parler, mais à vous écoutant, antérieures qui existent déjà. Emmanuel Yaosogadji, la vie chère n'est pas seulement de nationalité togolaise, c'est universel, en vous suivant bien. La vie chère n'est pas de nationalité togolaise, ça, je le sais, mais le problème qui se passe actuellement, c'est que chaque pays analyse sa vie chère de sa manière. Et il y a certaines vies chères qui sont meilleures. Et donc, dans ce moment-là, les conditions d'existence de vie sont de plus en plus moindres. Alors que chez nous, les conditions de vie et d'existence sont de plus en plus difficiles. Plus c'est moins, donc les gens sont à l'aise, plus excusez-moi, la technologie, je suis pas mathématicien pour savoir comment le faire. Donc à ce moment on parle de la vie chère. Donc les gens ont des difficultés à pouvoir joindre les deux bouts. Donc c'est vrai que ce n'est pas d'une nationalité, mais chacun le fait à sa manière. Quels souvent sont les facteurs, au-delà de la pandémie de coronavirus, les facteurs là qui ont concouru à cette cherté de la vie chez nous au Togo? En toute réalité, la vie chère au Togo, elle existe bel et bien depuis des années. Ça, il faut le reconnaître. Et je ne crois pas que les économistes vont dire le contraire. Sauf que les économistes politiques peuvent vous dire le contraire. Mais les économistes socialistes, c'est-à-dire les économistes qui ont un lien fort à l'altruisme au prochain, sauront qu'il y a les citoyens qui souffrent depuis certains moments. Et vous avez vu que le mandat que le président de la République vient de faire, il a parlé du mandat social très bien. Donc ça veut dire que il a reconnu qu'il y a la cherté de la vie. Il le manifeste de jour en jour aussi. Bon, en tout cas, pour le moment, on va arriver à cette analyse. C'est juste pour dire que la vie chère existe au Togo depuis des années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous remarquons à titre d'exemple que le SMIC, qui est un facteur déterminant du pouvoir d'achat. Parce qu'on vous dit que vous travaillez quelque part, le minimum de salaire qu'on doit vous payer, c'est 35 000. Et lorsque vous prenez les problèmes de la vie, par exemple les besoins les plus vitaux de la vie, tels que
louer une chambre qui, le minimum, c'est 10 000. Même si vous allez aujourd'hui à Zanguira, à Clémé, vous ne trouverez plus une pièce à 10 000. Donc, je donne l'exemple, je prends le maximum d'une chambre avec WC douche qui est égal à 15 000. Et lorsque vous prenez les 15 000 des 35 000, il vous restera que combien? 20 000. Maintenant, les 20 000, retenez que vous allez payer l'électricité, l'eau. Retenez que vous allez payer l'eau. Vous allez manger. Vous allez manger. Donc, on ne va même pas arriver sur que là pour le manger. Vous allez payer le collage de votre fille ou votre enfant. Il faut manger d'abord avant. Vous allez acheter. Tout ça. Non, laissons-le manger d'abord. Ça veut dire qu'il y a certains besoins que si vous ne le voyez pas, vous allez le faire. Parce que vous ne le voyez pas, vous allez payer le collage de votre fille, de votre petit garçon, votre fillette, ainsi de suite. Ça veut dire que le collage, minimum, vous allez payer 5 000 par mois. Donc, il reste 15 000. Au-delà de ça, vous allez faire l'approvisionnement peut-être des besoins de la santé, par exemple. C'est 5 000, il reste encore 10 000. Maintenant, est-ce que 10 000 peuvent suffire pour payer l'électricité, pour payer le crédit de communication? Même si c'est 2 000 de communication que vous achetez par mois, il ne reste que 8 000. Si c'est l'électricité, 3 000 que vous payez, il ne reste que 5 000. Si vous payez l'eau, 2 000, bien 1 000 francs, bien 1 500, il reste que combien? 1 000 francs ou bien 1 500. Donc, en faisant toute cette analyse, vous n'avez même plus la possibilité de pouvoir supporter toutes ces charges. Et écoutez bien, nous sommes de la première génération, nous qui sommes venus de l'intérieur, de les autres, et nous avons l'obligation de retourner régulièrement dans nos villages aussi, oui. Et lorsque vous prenez, par exemple, lorsque moi, Emmanuel, je me lève pour dire que je vais au village, ce n'est pas une affaire de 10 000 que je vais dépenser moi de revenir. De manière de retour. C'est ça. Et pour en parler à aux collègues, aux frères et sœurs qui sont du septentrion, qui sont au nord du pays, regardez combien ils dépensent. Regardez combien ils gagnent comme revenu. Depuis belle lurette, les augmentations n'ont jamais eu lieu pour le salaire. C'est vrai qu'entre-temps, on a dit qu'on veut réviser le SMIC. Je vous dis, ça ne va rien résoudre. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, les sociétés, les entreprises ont des difficultés économiques. Pas plus hier encore, j'ai discuté avec un collègue d'une société qui me dit, moi j'ai mis les employés en congé technique parce qu'on n'a plus d'activité à faire. Comme la plupart des entreprises d'ailleurs, seulement cette période de crise sanitaire. C'est ça. Donc en mettant les employés en congé technique, ça veut dire que les gens, on vous dit, nous allons suspendre provisoirement le contrat. Ils prennent au moins la moitié de salaire. Le congé technique. Ils sont laissés. Peut-être si la direction a une capacité financière conséquente, elle peut dire, ok, si c'est comme ça, pour vous permettre de vivre pendant les congés techniques, je vous donne quelques miettes. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que nous devons aussi comprendre que l'État ne peut pas tout absorber. Aujourd'hui, c'est pourquoi on a développé l'entrepreneuriat, pour que l'entrepreneuriat aussi aide la population, bien la jeunesse à s'en sortir. En toute réalité, je peux dire que j'ai la chance de prendre part aux formations des formateurs des toutes premières vagues de formation en entrepreneuriat. Et je remercie M. Apalo qui m'a donné cette opportunité à l'époque de travailler avec lui. Nous avons été au Grand Nord, partout au Togo, dans toutes les préfectures, on a formé les gens. Lorsque le FAEG a été créé, je fais partie des tout premiers formateurs. Je peux vous dire que les fruits n'ont pas répondu aux promesses des fleurs ou bien des déclarations par-ci par-là que les gens nous disent. Il faut réorienter la formation entrepreneuriale. Et nous l'avons toujours dit, lorsque vous créez une entreprise aujourd'hui, la pérennisation de cette entreprise a une durée éphémère. C'est que vous créez aujourd'hui et on ne sait même pas que l'entreprise va vivre demain encore. Parce que vous n'avez pas la possibilité de gagner des marchés. Parce que vous n'êtes pas de ceux qui attribuent les marchés. Vous n'êtes pas de leur groupe, de leur club, patati patata. C'est pourquoi il y a la RMP qui est là, pour quand même voir la transparence de la passation de ces marchés. Vous avez vu que le PR a dit entre-temps que... Aujourd'hui, ça se passe avec appel d'offres. Ce n'est pas une affaire de copinage où vous allez dire que bon, on a distribué comme des gâteaux. Vous savez, la RMP est là pour... Moi, je suis à la fois victime, témoin et acteur. Si ceux qui me connaissent
j'ai aussi une structure, une entreprise. Et je sais comment ça se passe. Et en tant que victime, je suis en train de parler, en termes d'acteur, j'ai pris part à la formation, j'ai formé les jeunes et nous avons évalué. Donc vous demandez au gouvernement quand même de revoir nous l'avons dit, cette politique entrepreneuriale. Il faut revoir. On n'a pas besoin que la personne soit de telle localité, de telle obédience, de tel truc avant que la personne ne puisse gagner de l'argent. Il faut se baser sur la compétence. Je sais de quoi je parle. Maintenant, si on continue, on ne réoriente pas cette formation entrepreneuriale et on pense que d'un jour à l'autre, le Togo sera industrialisé, nous nous trompons. Parce que ce sont les petites entreprises qui vont permettre demain à ce que les grandes multinationales puissent émerger. Parce que si on attend que les grandes multinationales internationales viennent s'implanter, ça veut dire que eux aussi, c'est elles qui gagnent les marchés. Vous voyez les routes, elles sont construites par qui? Par les grandes entreprises multinationales étrangères. Mais on a des qualités quand même sur place. Évidemment, dans les écoles de ponts et sociétés partout, les Togolais sont des étudiants dans ces écoles et ils ne sont pas les moins intelligents. Vous voyez, donc, on a la compétence partout, mais les conditions qui entourent ces intentions de vouloir créer des entreprises, de vouloir former les gens en entrepreneuriat, ainsi de suite, ça ne répond pas aux promesses. On va revoir la copie. Emmanuel Sogadi, parmi les éléments cités pour contribuer à la cherté de la vie au Togo, on nous parle aussi des taxes fiscales et municipales ajoutées à l'augmentation des frais de péage, l'institution des taxes sur les véhicules à moteur pour certains qui ont contribué largement à l'augmentation vertigineuse des flambée des prix sur nos marchés. Est-ce que c'est le même constat fait au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo? Vous savez, ces éléments que vous venez de citer font partie vraiment de la flambée des prix. Ils ont contribué, ces facteurs ont contribué à la flambée, à l'augmentation des prix. Et si je donne l'exemple de la taxe de la TVM sur les voleurs sur les moteurs, oui. Donc, cela signifie que un taximan qui ne payait pas cette TVM, il se retrouve un jour où il va pour renouveler son assurance, sa visite technique, on lui dit tu dois payer ça. Et on te l'impose, tu paies. Le taximan paie peut-être 15 000. Okay. Les 15 pour un taximan pour une année, c'est de l'argent. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il dit, ok, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais le récupérer. Parce que si on augmente quelque chose, quelque part, sachez que c'est le dernier consommateur qui supporte. C'est lui qui supporte. Et donc, en prenant par exemple, la route Lomé, qu'on appelle Lomé à l'État, par exemple, ce même taximan va payer aller-retour 2000 de péage. Parce qu'il va payer à Zanguera, et il va payer à l'État. Au retour, il va payer la même chose. Ça veut dire que 2000. Ça veut dire que pour lui, chaque voyage qu'il fait, il va payer 2000. Si par exemple... Sans oublier les postes de police et autres. Par exemple, si il prenait 6000 de carburant pour atteindre à l'État, ou bien Palimé, 6000 à l'État, mais pour Palimé, je n'ai jamais fait le calcul, peut-être 7000 de carburant pour atteindre à l'État. Ça veut dire que l'aller-retour pour le carburant, ça fait 14 000 pour lui. Et ajouter comment on l'appelle, aux 2000 de péage, ça fait déjà 16 000. Donc lui, en tant que transporteur, lui va chercher à récupérer les 16 000 là automatiquement des passagers. En augmentant les frais. Avant-hier, bien avant ces augmentations, et bien avant la COVID-19, les frais de transport, le Palimé n'étaient pas tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc lui va vouloir dire, il va récupérer ça automatiquement. Au lieu de 3 000, il va dire 3 500. Et il a parfaitement raison. Comme on le dit le plus souvent, donc, ça veut dire qu'il ne va pas vouloir faire le commerce et perdre. Parce que pour lui, peut-être c'est one campé, pour lui, il doit payer mensuellement pour que le véhicule devienne sa propriété. Ou bien il doit faire les comptes régulièrement pour que son partenaire... Est-ce que l'État ou bien vous, les consommateurs, l'association, vous ne pouvez pas réguler le secteur? Parce qu'aujourd'hui, chaque fois on nous dit
que les prix, on nous donne les prix normaux, des tarifs normaux. Vous voyez, la régulation des prix, vous savez. Mais sur le terrain, le constat est amer. Donc, aujourd'hui, vous soutenez ces chauffeurs-là qui augmentent à leur gré les frais de voyage. Loin de les soutenir. Je suis en train d'expliquer un phénomène en disant qu'aujourd'hui, les organisations syndicales sont complices de ce phénomène. Les organisations syndicales, les syndicats. Je suis désolé de le dire et je le dirai partout parce que... Et vous aussi. Non, les organisations syndicales, c'est elles qui doivent veiller de telle sorte que les tarifs qui sont appliqués et sont décidés soient appliqués. Maintenant, elles ne le font pas. Et elles sont là seulement après. Vous voyez par exemple l'augmentation des frais de péage. Les organisations syndicales, c'est elles qui ont accepté que l'augmentation soit appliquée. Et moi, je trouve cynique qu'ils ont accepté qu'on fasse l'augmentation, on prenne les frais de passage pour les motos et les vélos. Puisqu'ils ont dit, dans les affiches, ils ont dit moto-vélo. Ça veut dire que vélo, si tu passes avec ton vélo aussi, tu vas payer 50 francs. Ok? Donc, c'est juste pour dire, si les organisations syndicales sont vraiment sérieuses, bien organisées, et ont de bonnes intentions, ils ne sont pas là pour escroquer les passagers, ils n'allaient pas... Mais ils étaient aussi des chauffeurs avant. Ils ont été conduits comme ceux qui roulent aujourd'hui. Pourquoi ils devaient être complices de la situation? Elles sont complices, je l'affirme, je le confirme. Elles sont complices. Je n'ai rien à démontrer avant que les Togolais sachent que ce sont les organisations syndicales. Parce que la conférence de presse au cours de laquelle on a annoncé l'augmentation des frais de péage, elles ont pris part. Et le ministre a dit qu'ils ont consulté les organisations syndicales. Sauf qu'il y avait eu une confusion de gens pensaient que les organisations de consommateurs étaient consultées. Nous, on n'a jamais été consultés. À l'époque, en 2016, depuis qu'on a commencé les projets d'augmentation des frais de péage, nous avons été consultés. Nous avons même voyagé pour les voyages d'expérience, pour voir comment ça se fait ailleurs. Au retour, nous avons fait des propositions, même à un conseiller de Fort, qui était un conseiller des infrastructures routières. Et jusqu'alors, on a... Ces conseils ne sont pas pris en compte selon vous? C'est ça. C'est ça. Ça n'a été jamais pris en compte. On sait où ils vont. Et c'est pourquoi nous avons l'habitude de dire au chef de l'État qu'en réalité, on a l'habitude, on a l'intention de voir, de constater que soit il est trompé par ses collaborateurs, soit lui-même n'a pas la volonté d'écouter. S'il n'a pas la volonté, il ne serait pas la tête du pays. Il a mis il a placé son mandat sur le sous social. Ça, il dit que lui-même. Sauf ce mandat, on ne sait pas si c'est sur le sous social aussi. Parce que j'ai cherché depuis les déclarations du président pour voir sur quelle chose le mandat, le 4e, a été placé. Mais je n'ai pas encore vu. Le 4e, c'est le premier pour certains, parce qu'on a revu les choses à zéro. Aujourd'hui, Emmanuel Soga dit que faire devant cette situation? Pour certains, il faut seulement, pour le moment, à cause de la pandémie, annuler toutes ces procédures, les taxes sur les moteurs et puis les frais de péage. Il faut les annuler en attendant. Est-ce que c'est la bonne solution alors que l'État aussi a besoin quand même de sous pour renflouer la caisse de l'État? Vous savez, si on dit que l'État a besoin de caisse pour les recettes de l'État et les besoins de l'État, mais dites-moi, les citoyens n'ont pas besoin de l'argent pour leur subsistance, pour l'existence même, pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir. On en a besoin. Est-ce qu'on a augmenté les salaires quelque part? Depuis qu'on a annoncé le mandat social, ce ne sont que des augmentations qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on a constaté quelque chose. Il y a un harcèlement à double sens. L'harcèlement au niveau des mairies, parce qu'aujourd'hui, toutes les mairies veulent mobiliser des recettes pour faire une activité dans leur commune. Et ce qui fait que, même hier, là où tu étais, on ne te disait rien. Il y a un élément qui va porter un gilet jaune, ou bien un gilet vert, ou bien un gilet je ne sais de quelle couleur, où on va écrire commune 1, commune 2, qui viendra pour te dire que tu es sanctionné, il faut payer 1000. Même les bonnes dames de bouillie aussi. Tout le monde. C'est une pression fiscale sur le dos des contribuables. Ça, c'est du côté des communes. Si vous quittez les communes, vous allez au niveau de l'OTR. Il y a également une autre pression. Vous avez vu que l'année passée, on a dit que l'OTR a pu mobiliser de l'argent plus que prévu par rapport à l'année 2000, au départ de l'année 2000, c'est-à-dire 2020. Bien qu'on était en pleine Covid, ça veut dire qu'on a dû pomper par moment les consommateurs pour qu'ils payent des frais, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la troisième pression, c'est au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui envoie des mises en demeure
pour dire que vous devez à la caisse, ainsi de suite. Alors que les sociétés qui contribuent hier étaient en faillite, la caisse ne les aide pas à se relever, mais elle est à leur trousse pour dire que venez payer les arriérés de cotisation sociale de vos employés. Je demande à la caisse de faire une étude pour savoir si ces sociétés-là qui n'arrivent pas à payer, est-ce qu'elles ont la capacité financière de pouvoir payer avant qu'elles ne payent pas. Comment moi je vais avec la volonté de déclarer des gens? Il y a deux choses. Soit les dirigeants ont la possibilité, la volonté de déclarer les employés. Ou bien l'employé même. Oui, l'employé même. Et il les déclare, mais il s'avérait que au cours des choses, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir payer. Oui. Donc ce n'est pas une affaire de dire on va faire une mise en demeure. Ils le font ici, il a fait avec la mise en demeure avec plusieurs cabinets d'avocats, de notaires, d'huissiers, ainsi de suite. Alors qu'en toute réalité, les gens n'arrivent plus à payer. Je ne veux pas défendre les avocats ici, mais il arrive des fois où nous qui sommes les clients de ces cabinets d'avocats, de huissiers, de notaires, je ne sais quoi, nous n'arrivons pas à honorer nos engagements parce que ce que nous faisons hier pour pouvoir le faire, on n'arrive plus à avoir des rentrées en termes de revenus. Donc, en le faisant ainsi, on ne peut pas appliquer la loi à aveuglement. C'est pourquoi nous disons à Mme Ingrid de savoir que la caisse, c'est vrai qu'elle est en train de faire quelque chose, mais nous n'allons pas toujours dire qu'il faut toujours appliquer les lois dans l'aveuglement. La Covid-19 est arrivée, il arrive des fois... Vous voulez qu'on revoie à la baisse, à la baisse toutes ces intentions-là, oui, en attendant que la Covid soit un peu maîtrisée, et on reprend. C'est ça, ils n'ont qu'à faire une étude. Ils n'ont qu'à faire une étude. Parce que ce n'est pas... Excusez-moi, moi j'ai toujours dit, moi je suis de formation un responsable, un gestionnaire des ressources humaines. L'objectif de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est de garantir la retraite et d'un employé, ok, d'un sujet par exemple. Et toi qui es employeur, tu as l'obligation de payer les cotisations patronales. Toi, employé, toi aussi tu payes une partie. Mais si, par exemple, il s'avérait que moi qui suis le premier responsable, je n'ai pas pu avoir des marchés, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir gagner. Mais il n'arrive même pas que de janvier à décembre, je ne me suis même pas payé un euro de salaire. Ok? Mais, pensant sur l'espoir, je me suis dit, je ne dois pas fermer ma société. Mais ça devait être quand même des discussions. Est-ce que vous, au niveau des associations de consommateurs, vous rencontrez souvent ces leaders d'entreprise-là, ces responsables, pour leur expliquer, de discuter tête à tête avec eux, pour leur présenter peut-être la situation? Vous êtes les porte-parole de ces consommateurs, de ces employés qui sont dans les... Est-ce que vous le faites? Ce que je voulais dire ici, c'est qu'au fait, dans les états financiers que la société envoie à l'autre, vous êtes obligé de dire que vous êtes fait payer de salaire. Parce qu'on va vous dire que comment se fait que tu as travaillé, tu ne sais pas payer de salaire. Alors que dans la réalité, vous ne faites même pas payer un rond de janvier à décembre. Vous cherchez à payer le loyer, vous cherchez à payer l'électricité, vous cherchez à payer la connexion Internet de janvier à décembre. Et s'il y a d'autres trucs à faire, ce sont peut-être quelques déplacements de un de vos stagiaires ou collaborateurs que vous faites de janvier à décembre. Mais on suppose que vous êtes payé de salaire. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas payé de salaire. Donc, il faut travailler il faut travailler sur le sujet. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant. C'est vous, je vais vous dire quelque chose. C'est que les gens veulent faire savoir que ils sont comment on l'appelle, ils sont smart, les tests ils respectent les tests. Ils respectent les tests. Non, il ne faut pas respecter les tests. L'autre souci des consommateurs togolais que nous sommes aussi, c'est les communications. Et on a vu que depuis un certain moment, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP veut quand même renforcer la surveillance des marchés des télécoms au Togo. Sogadi, aujourd'hui, comment vous trouvez l'action de l'ARCEP depuis ce moment qui a même adressé des mises en demeure à Togocom et à d'autres sociétés de téléphonie mobile au Togo? Il faut reconnaître ce qui est, comment on le dit le plus souvent, il faut donner ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, c'est ça. Si je me trompe pas. On a remarqué que depuis que l'ARCEP est arrivé, ils ont eu une bonne intention de pouvoir réguler le secteur des télécommunications et des postes. Nous, au niveau de la Ligue des consommateurs Togo, nous sommes partenaires à l'ARCEP, non pas pour les suivre, mais
pour voir aussi ce qu'ils font et s'il y a des observations à faire pour que nous le fassions. Parce que nous, on a l'habitude de le dire, aucune tête ne va nous plaire, mais ce sont les systèmes, les pratiques qui peuvent nous plaire. Et donc, depuis que la CEPA est arrivée... Ça ne veut pas dire que si c'est bon, on ne peut pas apprécier. Non, si c'est bon, on va le dire. Oui. On va le dire. Si c'est bon, depuis 2014, on a organisé des manifestations, ainsi de suite. On a des sit-ins à l'RTP à l'époque, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions donner des observations, des propositions à ce que ça puisse aller. Donc, depuis lors, nous, toutes les plaintes que les gens envoient vers nous, nous les transmettons à l'ARCEP. Et ce qui a fait que c'est sur la base de nos plaintes que l'ARCEP se base pour faire des mises en demeure, pour interpeller les sociétés, et ce qui a conduit à des sanctions, à Togocel et tout dernièrement à Move Africa. Est-ce qu'elles sont obligées de respecter ces sanctions, ces sociétés de téléphonie mobile? Vous savez, le secteur des télécommunications est un secteur sensible et qui relève de la souveraineté de l'État. Oui. Parce que si des gens ont le droit de licence d'exploitation en matière de télécommunications, par exemple, et ils ne respectent pas les cahiers de charges. Vous savez, la communication de la CEP, c'est que vous ne respectez pas les cahiers de charges. OK? Et les cahiers de charges là sont issus des contrats de convention qui lient l'État togolais et ces sociétés d'exploitation du secteur des postes et des télécommunications. Vous vous êtes engagé à respecter tant, à faire tant. Si vous ne le faites pas, on a l'obligation de vous appeler à l'ordre. Si on ne le fait pas, ça risque de s'assimiler à une complicité. Et donc, en le rappelant à l'ordre, nous pensons que c'est déjà un pas de l'ARCEP que nous l'encourageons à faire mieux que ça. C'est pourquoi nous avons l'habitude d'interpeller les consommateurs, les auditeurs et auditrices à continuer à nous saisir. Oui. Ce n'est jamais automatique. Même dans les pays les plus développés, nos collègues disent qu'ils continuent de recevoir des plaintes. Oui. Donc, envoyez-nous vos plaintes. Nous allons remonter à qui de droit. Et si on ne répond pas, on verra ce qu'il faut faire. Et donc vous saluez quand même les actions de l'ARCEP dans ce domaine-là. Nous apprécions ces actions. Entre-temps, Togocel avait dit qu'aucun abonné ne devait avoir plus de 3 SIM. 3 SIM avec lui. Vous avez compris. Ça a été une décision de l'ARCEP qui a envoyé ça aux sociétés de respecter cette mesure. L'objectif qui visait, c'est d'éviter que les gens puissent avoir plusieurs numéros et qu'ils puissent les utiliser soit pour d'autres besoins non essentiels. Et donc, on a permis d'avoir 2, mais 3, c'est ça. C'est pas autorisé pour avoir 3 SIM. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on est en train de faire une marche vers la portabilité des numéros. Et nous reviendrons pour expliquer ce que nous appelons la portabilité. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il n'y a pas la possibilité que des gens puissent avoir la carte d'identité si un grand nombre d'abonnés puissent avoir la carte d'identité pour identifier leur puce en leur nom propre. Ce qui fait que moi, Emmanuel, je l'ai fait j'ai fait pour ma maman, j'ai fait pour mon papa, parce qu'eux, ils n'ont pas la carte. Pièce, donc c'est vous qui le faites pour eux. Donc, il y a aussi ce qu'ils appellent une option de parrainage. OK? Donc, vous pouvez parrainer un certain nombre de personnes aujourd'hui. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir et ce qui est impossible, c'est qu'il n'est pas facile de dire automatiquement qu'aujourd'hui, lorsque vous avez 2 puces, que vous ne pourrez plus avoir la possibilité d'avoir d'autres. Maintenant, lorsque vous avez 2 puces du premier opérateur de téléphonie mobile, vous pouvez avoir aussi les 2 puces d'autres. Ça fait déjà 4. En toute réalité, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs puces pour faire nos échanges, nos communications. Donc, ici, il faudrait que des gens puissent faire une analyse consciente pour savoir est-ce que c'est le nombre de puces qui va nous amener à sécuriser nos échanges avec nos partenaires, ou bien c'est l'utilisation consciente de l'outil-là qui puisse nous sécuriser. Parce que hier, on a décidé depuis 2011 qu'il faut identifier, il faut une identification automatique. Mais à côté de ça, on constate que les vendeurs ambulants continuent.
C'est tout ce que nous, on a l'habitude de dénoncer. Il faut mettre fin aux vendeurs ambulants. Parce que, soit, ils doivent équiper ces vendeurs ambulants-là dans le logiciel sur leur Android, pour que, aussitôt que quelqu'un arrive, on l'identifie automatiquement sur place. Ça c'est fait, je l'ai constaté au Bénin, dans une petite ville. Dès que je suis arrivé, ils m'ont identifié en même temps ma puce et je suis parti. Donc c'est juste pour dire que les critiques ne vont pas finir sur ce qui concerne la réduction des cartes SIM, ainsi de suite. Mais c'est qu'on est en train de faire une marche vers la portabilité et donc on est obligé d'aller ainsi. L'autre actualité, c'est cette ouverture des stocks de Landsat le 31 mai dernier. Ceci pour permettre aux consommateurs d'avoir des stocks de céréales à leur disposition et surtout d'éviter la spéculation des prix. Emmanuel, samedi dernier, vous, avec votre collègue de ATC et d'autres équipes de Landsat, vous avez effectué des tournées sur les sites de vente de ces produits céréaliers là, dans le Grand Lomé, si on peut le dire. Quel est votre constat à la suite de cette tournée? Merci pour cette question. L'ouverture des stocks et la mise en vente des stocks de Landsat fait partie des sujets d'actualité. Oui. Nous, on a demandé à... D'abord, on était allé nous-mêmes sur le site d'Adjido Gomé. Je crois que si ce n'est pas lundi, ça devait être mardi. Et le même jour, on s'est transporté, on s'est déplacé au bureau du directeur de Landsat et on a demandé à le voir et qui nous a reçus. Et on a demandé aussi ensuite à ce que nous puissions visiter les autres sites. Parce qu'on ne connaissait pas les autres sites, il serait difficile qu'on puisse les identifier. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, et la semaine n'était pas disponible pour les uns et les autres. C'est le samedi matin, autour de 9h, qu'on a commencé à visiter les autres points de vente. Puis à Lomé, le ministre a rendu public un communiqué dans lequel il y a 13 points de vente. Et je peux citer Pelle-Mel, Ikonakwe, Legbasito, Adetikope, Toglekope, Bakida, Adewi, chez moi là-bas, à Vaposito. Bon, pour ne citer que cela. Donc, nous, on a pu l'habitude, sur les 13, on a pu visiter les 7 sur les 13. Donc, l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a le stock et est-ce qu'il y a l'influence. Et éventuellement, pour nos investigations, nous pouvons envoyer nos éléments, faire des investigations pour voir est-ce qu'ils vendent vraiment aux particuliers ou bien ce sont les commerçants qui viennent les acheter comme on a l'habitude de le dire. Et donc, on a constaté qu'il y a le stock de maïs par endroit. À certains endroits, le stock est épuisé. Et il y a pas le riz par endroit. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas le riz, il y a le maïs. Il y a le maïs, il n'y a pas le riz. Il n'y a pas le riz. Donc, ils ont promis que le week-end, ils vont ravitailler, comment on l'appelle, les endroits où les stocks sont épuisés. Et donc, c'est ce constat qu'on a fait. Et le second constat, c'est que on a constaté aussi qu'il y a une affluence au niveau du point d'Adjido Gomé. Et on a envoyé d'autres éléments, faire des enquêtes, des sondages, qui nous a amené à constater qu'il y a des gens, des commerçants, bien sûr, qui viennent sur ces sites et qui cherchent à vouloir acheter des quantités pour aller revendre. La preuve est que nous sommes approchés d'une dame qui dit « Maman, qu'est-ce que vous voulez ?» Et il y a un plénabli sanaï, mais sana maogo ma sana mouli. Il y a un dit subo va mova plénisso. C'est juste pour dire alors que le nom de sac par personne limitée au Massi à 2. Selon le communiqué du colonel Gadazi de la SAT. Vous l'avez, ouais, donc et en principe, ils ont commencé à livrer les 2. Mais on a constaté que soit des gens remettent leurs cartes à d'autres personnes. À d'autres. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans la même maison, vous êtes avec 2, 3 étudiants, vous êtes commerçante au marché d'Adjido Gomé, vous leur remettez l'argent de SIM, ils achètent de ça, ils reviennent, vous remettez dans vos stocks, vous commencez par vendre. En toute réalité, ce n'est pas facile de pouvoir lutter contre tout ça là. C'est pourquoi nous appelons les Togolais à une conscience humaine. Si, par exemple, vous avez l'habitude d'acheter hier au marché de Badja, au marché de Kati, de tout pour revenir revendre. Et aujourd'hui, le gouvernement, bien l'autorité veut réduire le prix sur le marché. C'est-à-dire,
réguler le prix pour que l'augmentation ne plus, la flambée ne continue plus et vous allez chercher toujours encore à vendre ce stock-là. Ça veut dire que, excusez-moi, on risque de vous assimiler à un cynique. On marque la pause et on revient parce qu'il y a d'autres commerçants et commerçantes qui éprouvent d'énormes difficultés sur le terrain pour avoir ces stocks de riz, de maize, de lansat. Mais on va l'évoquer juste derrière ceci. Avec notre invité Manuel Yaosogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo, nous étions sur l'ouverture des stocks de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo en SAT pour cette période de flambée des prix. Et nous étions sur l'achat de ces produits. Vous lancez un appel à l'endroit des populations togolaises, surtout à la conscience, pour que ces stocks-là durent dans le temps. Oui, ça vaut la peine que nous lançons un appel à nos sœurs, à nos frères, à tous ceux qui sont des commerçants, surtout des produits vivriers. Parce que vous voyez la sécheresse, vous voyez les conditions climatiques actuelles. Oui. Il y a quelqu'un qui disait au niveau de l'ensemble la dernière fois, nous on n'a pas peur pour cette saison, on a peur pour la saison prochaine. Donc il faudrait que nous puissions, surtout nous qui consommons, d'abord s'il arrive que nous avons des stocks, que nous saurons comment les utiliser. Mais dans l'élément qu'on a passé, vous avez vu, c'était quand même évoqué les difficultés qu'ils ont pour l'accès. Si vous avez au niveau de la profession, sur votre carte commerçant ou commerçante, vous n'avez plus droit à ce sac-là. C'est dans l'intention d'aller revendre c'est dans cette intention, en tout cas, c'est dans cette intention que qu'on appelle les agents de l'ANSAT ont édité ces mesures. Mais je crois que il n'y a pas de règle sans exception. Les juristes ont l'habitude de dire que c'est l'exception qui fait la loi. Et donc, pour moi, il faudrait qu'ils puissent faire des analyses au cas par cas. Et nous déplorons le fait qu'il n'y a pas un système informatisé qui peut détecter si quelqu'un a acheté à Zanguera et qui est revenu à Bako ou bien à Nicolakwe pour l'acheter. Et donc, avec l'absence de ce système automatisé, du système informatique, ce serait difficile que les agents puissent bien contrôler les gens. Et c'est pour cette raison que nous invitons les gens à ne pas vouloir toujours avoir de l'économie sur ce qui appartient à nous tous. Parce qu'en le faisant ainsi, moi je l'ai dit, nous avons lancé l'appel, ils n'ont qu'à le savoir que nous avons nos éléments toujours sur le terrain, sur les sites. Rassurez-vous. Emmanuel peut passer, d'autres de mes collègues peuvent passer, mais les gens ne sauront pas qu'ils sont passés pour prendre des enseignements. Et donc, sur les sites, de grâce, ne vendez pas pour des commerçants. Et je crois que le ministre Agadazi nous a rassurés. Puisqu'il faut croire aux paroles des uns et des autres avant de se rendre compte que la parole n'a pas été respectée après. Ouais, donc, il a dit que nous avons pris des dispositions si nous arrêtons nous-mêmes, ou bien si quelqu'un nous annonce, ou bien nous relate un cas où on vérifie que c'est vrai, ceux qui sont auteurs de ces ventes aux commerçants seront sanctionnés. Et donc, c'est pourquoi nous appelons les gens à nous signaler des cas, et aussi bien de tous les autres points du pays, même de l'intérieur. Nous avons nos représentants régionaux et préfectoraux à qui nous avons informés hier sur nos plateformes de la SCT qui puissent faire ce même travail pour qu'on puisse éviter que les gens ne puissent acheter et revendre plus de sacs. Oui, c'est vrai, nous aussi, comme notre professeur les dit, nous aussi on a été sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et vous avez suivi ce qui est arrivé à notre reporter RVC à Dido Gomé, où dans l'exercice de son travail, il a été menacé, intimidé. Le ministre même a appelé, demandant on devait avoir une autorisation d'abord avant d'aller constater. Je crois que ça a été une erreur du directeur du ministre, en ce sens, un journaliste qui veut faire recoupe de l'information qui va sur le terrain. Je ne crois pas que ça, il faut avoir une autorisation de le faire. Parce qu'il n'est pas venu pour interviewer ses collaborateurs, ses employés, mais on est venu pour interviewer. Alors qu'on a même 1000 fois appelé le ministre, mais il n'a daigné répondre. Ses collaborateurs nous ont rassuré que ils vont lui transmettre le message. Comme ça veut dire, on s'est vu. Juste là, silence radio, mais sur le terrain, on a reçu ces gens de menaces-là. Je crois que ce n'est pas un bon geste de sa part en tant que quelqu'un qui sert le peuple.
hein, et il n'a pas bien agi. Et il faut la liberté. La presse que vous êtes, la radio que vous êtes, vous travaillez pour le peuple. Et il faudrait qu'on puisse vous laisser à faire votre travail librement. Les lois sont là et on ne peut pas. S'il faut avoir l'autorisation avant de faire toutes les interviews, je crois que ce n'est pas. Pourquoi on parle de micro-trottoir? Pourquoi on parle de micro? Il faut avoir des C'est ce que vous avez dit, qu'on devait venir à l'agence, on devait nous donner une autorisation officielle qu'on va aller voir ce qui se passe sur le terrain. Si vous voulez interviewer un de ses collaborateurs, ça je trouve normal que vous passez pour avoir l'autorisation. Malgré ça, vous êtes allé, vous avez demandé plusieurs fois à être reçu par le ministre même, jusque là, plus d'une semaine après, il a daigné répondre. Bon, je crois que c'est une personnalité, peut-être il est à l'écoute, ou bien un de ses collaborateurs est à l'écoute actuellement, oui, qu'on puisse lui rapporter l'information et qu'il puisse revenir sur cette manière de faire. L'affaire n'est pas encore finie. On va voir ce que ça va donner dans le futur. L'agence est responsable pour le travail de la presse au Togo. Emmanuel, un autre sujet. Vous avez dit que le coronavirus a exacerbé la vie chère au Togo. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que les frontières sont toujours restées fermées? Ça aussi, ça peut avoir d'autres conséquences, d'autres éléments qui vont permettre à cette cherté de la vie. Oui, c'est évident. Vous savez, si vous arrivez à Kodivia-Kopé, le flux humain, ou bien le trafic humain de Kodivia-Kopé à Flao et d'Aflao à Kodivia-Kopé, les marchandises et les produits de première nécessité qui trafiquent en longueur de journée facilement hier n'ont plus cette facilité encore aujourd'hui. Et vous comprenez que ce qu'on vendait comment on l'appelle, à Kodivia-Kopé hier à 200 francs, on risque de le vendre aujourd'hui à 300, 350. Vice versa au niveau du côté du Ghana. Et au niveau du côté du Ghana, nous avons plusieurs citoyens togolais qui vivent là-bas. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Vous demandez l'ouverture officielle. Vous arrivez au niveau de Hilakondi, et c'est la même chose. C'est la même chose. Donc ça veut dire que pour traverser des frontières, c'est très compliqué. Et j'ai même été victime moi-même en allant au Bénin auprès d'un de mes professeurs, que j'ai pu dépenser plus de 50 000 avant d'arriver à Cotonou et revenir. Je vous dis, les raquettes. 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63 pour permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir avec notre invité Emmanuel Yaosogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo, qui est notre invité ce matin. Nous parlons de la vie chère, surtout qui gangrène les Togolais aujourd'hui. Le premier intervenant qui est en ligne, auditeur, bonjour. C'est Richard. Oui, Richard depuis. Mais allez-y, Richard. Oui, allez-y. Comme. Il a toujours des problèmes avec le Timoni. Oui, on vous écoute. Allez-y, Richard. C'est ça dit. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On a pris en compte votre doléance, Richard. Sylvain, bonjour. Bonjour.
Négociation en termes de quoi, monsieur Sylvain? Sylvain est reparti. On va prendre Richard. C'est un autre Richard? Allô, Richard, bonjour. Ça va bien, vous? Allez-y. Mhm. Oh, oui. Mhm. 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 Oui, on vous suit. Mhm. Ok. Mhm, mhm. Euh, on vous écoute rapidement quelques secondes pour prendre l'autre. Mhm. Il faut que chacun, quand même, de ce que. Ok. Merci beaucoup à vous, Richard. Le dernier intervenant s'est Pelé. Allô, bonjour. Bonjour. Merci. Mhm. 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 Ah oui. Mhm. Oui. 0 francs. Mhm. 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 Ok, ok. Merci beaucoup à vous, Pelé, pour cette contribution. On va aller rapidement avec Richard et Sylvain, les deux premiers intervenants qui reviennent sur le système Timoni, aujourd'hui avec Cash Power pour Sylvain. Mais on a dit que c'est réparé, hein, cette dysfonction au niveau de Timoni. Je peux dire à Sylvain que, en réalité, bon, je vais lui laisser mon numéro, notre Oui. numéro WhatsApp qui est 98 Mhm. 77 66 46. 98 77 66 46. Il peut nous écrire sur WhatsApp, on va discuter pour voir ce qu'il faut faire. Ok. Mais à l'époque, nous avons rencontré les responsables de Togocom qui nous ont dit que ça a été un problème qui ne provenait pas d'eux et qui provenait de leur partenaire, qui est laquelle ACT. Et donc, parce que vous savez, c'est deux plateformes différentes. Il y a une sur laquelle vous payez et qui envoie un signal à l'autre qui vous régénère un code d'achat de crédit, d'électricité automatiquement. De Cash Power. De cash pas automatiquement. Et donc, ils nous ont dit que ce n'était pas un problème qui provenait d'eux, que c'est un problème qui provenait de la CT. Et donc, c'est l'occasion d'inviter la CT aussi, bien Togo Télécom, à résoudre le problème. Le problème rapidement pour que ça puisse pas bon, continuer ainsi. pour le second, Richard, bon, on va aller rapidement. Et c'est vrai que vous parlez de la vie chère, mais il faut aussi louer les efforts du gouvernement. Je suis désolé. Et moi, je ne suis pas un chargé de communication du gouvernement. Ok.
je ne suis pas un chargé de communication du gouvernement, mais s'il nous suit bien, il a vu que le gouvernement pour des actes sur lesquels nous avons rendu public des communiqués pour les féliciter. Ok. Et donc, pour nous, lorsque ça ne marche pas, on a eu un engagement de la société civile. On ne va pas dire ceci a marché, ceci n'a pas marché. Non. On nous a invités sur ce qui n'a pas marché sur le plan fichier. C'est sur la base de ça qu'on est en train de parler. Mais le reste, le gouvernement a pris des actions où on a félicité ici. Les lettres et les communiqués sont là. S'il veut bien, on peut le lui montrer. Ok, pour Pelé, c'est vrai, revenir pour les actions que vous menez, vous, les associations de consommateurs, ATC, LCT, vous dénoncez aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous faites pour que la population vous rejoigne dans cette lutte-là, pour que ça soit quand même très entendu par les autorités? C'est une bonne question de Pelé. Vous savez, nous, on ne va pas décréter que les populations nous rejoignent. On va continuer toujours à leur dire ce que nous avons à dire. Par exemple, la dernière fois en Conseil des ministres, on a parlé que le ministre en charge de l'hydraulique villageoise a fait une communication sur comment on va faire le prélèvement de l'eau. Hein. Je vais informer Pelé que ce projet, c'est quoi? C'est pour que ceux qui ont les fourrages, même dans leur maison, payent 100 francs par mètre cube de consommation, même si c'est ton argent que tu as fait pour faire le fourrage. Parce que le fourrage, c'est une ressource naturelle de sous-sol. Et ce qui est dans le sous-sol ne t'appartient pas, appartient à l'État. C'est la loi qui l'a dit. Et donc, nous avons toujours dit que lorsqu'on va chercher à appliquer cette directive-là aveuglement, mais excuse-moi. C'est un autre terrain sur lequel on va retrouver c'est juste pour dire la Ligue togolaise des consommateurs. pour dire que nous suivons même les conseils des ministres, tout ce que les gens posent comme mot. L'autre volet de son nation, c'est la vie chère, c'est aussi les tracasseries routières de l'axe Lomé à Néhon, c'est 4 km, mais 4 000, il a déjà dit, j'ai été victime moi-même. Et même lorsque vous prenez la ouverture des frontières, ça a été décidé depuis par la CEDEAO que depuis le 1er mai, on devait ouvrir les frontières, mais bon, on ne sait pas si ça les arrange mieux, c'est pourquoi ils le ont laissé. Alors que par exemple, si vous prenez les tests Covid, on a dit test Covid fois terrestre 5 000, test Covid fois, comment on l'appelle, voie aérienne 25 000, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait et nous continuons toujours pas à subir ces pratiques-là. Donc, les gens n'ont qu'à comprendre qu'il y a deux possibilités. La première, c'est que des gens qui ont la capacité de voyager par voie aérienne, c'est eux qui décident. Et donc, nous qui n'avons pas la possibilité de voyager par voie aérienne, qui voyagent par voie terrestre, c'est à nous qu'on bloque pour dire vous n'avez pas la possibilité de voyager. Et c'est sur ça que nous avons les conséquences collatérales de la vie chère. L'État ne veut que votre bien, c'est pour... Non, mais l'État, vous savez, ça, on est d'accord, mais c'est pas la fermeture des frontières qui va résoudre le problème de la COVID-19. Un mot pour conclure rapidement, Emmanuel. Un mot, j'invite les autorités en charge de l'ANSAT et les commerçants et tous les citoyens et tous ceux qui ont besoin d'acheter des stocks ou des produits d'ANSAT et que tout le monde puisse avoir la conscience humaine et que nous ne puissions pas arriver au bout où la gestion sera très difficile à ceux qui détiennent les stocks dans les entrepôts. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Yaossogadi, président de la Ligue des consommateurs, des consommateurs du Togo, d'être passé dans cette émission. Merci à Ascoul pour la coordination technique. Et merci à notre ami Romiel Lansou de togoinfo.com, le web TV, sur laquelle vous avez retrouvé cette émission 12 actualités du pays. On se donne rendez-vous à 13h, mais à 9h, Jacob Armand vous retrouve pour la version Mina. Portez-vous bien sur la chaîne de l'excellence. Bien de choses à toutes et à tous.